Elle existe, perdue au cœur des forêts du Vexin français, un lieu dont les murs respirent à la fois l'espoir et le désespoir. Un endroit où la lumière du matin, filtrée par d'immenses baies vitrées, caressait autrefois des visages affaiblis par la tuberculose, et où, quelques années plus tard, résonnèrent les cris étouffés de prisonniers traînés dans l'ombre. Bienvenue au sanatorium d'Aincourt, un monument de verre et de béton conçu pour guérir, mais qui devint une tombe vivante. Aujourd'hui, ces couloirs vides murmurent encore. Certains disent qu'ils entendent pleurer les malades d'autrefois. D'autres jurent avoir vu des silhouettes traverser les salles abandonnées à minuit. Mais derrière ces rumeurs hantées se cache une vérité bien plus troublante. Celle un rêve humaniste broyé par la folie de la guerre. Ce n'est pas seulement un bâtiment en ruine, c'est un miroir brisé de notre histoire. Et ce que vous allez découvrir ici pourrait changer à jamais la façon dont vous voyez les lieux oubliés. Restez jusque à la fin, parce que ce que S est passé entre ces murs dépasse, elle, l'imagination, et peut-être même la mort elle-même. Au début du XXe siècle, la tuberculose n'était pas simplement une maladie, c'était une sentence. Elle tuait plus de gens que toutes les guerres combinées. Dans les villes surpeuplées, l'air était saturé de microbes et les hôpitaux débordaient. Face à cette catastrophe sanitaire, une nouvelle idée émergea. Guérir non pas avec des médicaments, qui, existaient presque pas, mais avec, architecture. Le soleil, l'air pur, le calme. Voilà les vrais remèdes. C'est ainsi que naquit le mouvement des sanatoriums modernistes. Et en France, l'un des plus ambitieux fut celui d'Aincourt. Inauguré en 1934, il fut conçu par les architectes les plus visionnaires de l'époque, inspiré par Le Corbusier et le Bauhaus. Des lignes épurées, des terrasses infinies, des chambres orientées plein sud, chaque détail avait été pensé pour maximiser la lumière naturelle et la ventilation. Les patients y arrivaient souvent, à bout de force, portés par l'espoir fou de revoir leurs enfants grandir. Ici, on ne les traitait pas comme des condamnés, mais comme des êtres humains, dignes de soins, de respect, de beauté. Le sanatorium d'Aincourt n'était pas un hôpital. C'était une utopie en béton armé. Mais l'histoire a horreur des utopies. À peine 6 ans après son ouverture triomphale, le tonnerre de la guerre gronda. En juin 1940, l'Allemagne envahit la France. Et très vite, les autorités de Vichy cherchèrent des lieux isolés, vastes, faciles à surveiller, pour enfermer ceux qu'ils considéraient comme indésirables. Juifs, communistes, résistants, étrangers apatrides. Le sanatorium d'Aincourt, avec ses longs couloirs, ses dortoirs spacieux et son isolement géographique, devint une cible parfaite. En septembre 1941, les derniers tuberculeux furent évacués, certains à pied, sans soins, vers d'autres institutions surchargées. Puis, les premiers convois arrivèrent. Pas des malades, des prisonniers, des hommes, des femmes, des enfants arrachés à leur foyer, entassés dans des salles conçues pour la convalescence. Les grandes fenêtres, autrefois ouvertes au soleil salvateur, furent barricadées. Les terrasses, transformées en zones de détention. L'air pur fut remplacé par l'odeur de la peur, de la crasse, de la mort imminente. Ce lieu de vie devint un lieu de passage vers l'enfer. Imaginez une chambre baignée de lumière dorée où un jeune homme de 20 ans, atteint de tuberculose pulmonaire, regarde le coucher de soleil en rêvant de reprendre ses études. Maintenant, imaginez le même espace 3 ans plus tard.
La même fenêtre, mais obstruée par des planches. Le même lit métallique, mais occupé par un vieil homme juif grelottant sous une couverture trouée, attendant qu'on l'emmène vers Drancy, puis vers Auschwitz. Cette dualité hante chaque pierre d'un cours. Ce n'est pas un simple changement de fonction. C'est une inversion morale, architecturale, spirituelle. L'édifice n'a pas bougé, mais son âme a été retournée comme un gant. Et c'est précisément cette tension entre forme et fonction, entre intention et réalité, qui rend ce lieu si puissant et si troublant. Aujourd'hui, quand vous marchez dans ces couloirs effondrés, vous sentez cette dichotomie. Une odeur de moisi, certes, mais aussi quelque chose d'autre. Une présence, comme si le bâtiment lui-même portait le poids de ces deux vies contradictoires. Les témoignages des survivants sont rares, mais déchirants. Henri K., arrêté à Paris en août 1941, raconte « On nous a dit que c'était un centre de transit. Mais dès qu'on est entré, on a su. Les regards des gardiens, les chiens, les barbelés. Ce n'était pas un hôpital, c'était une cage. Il décrit des nuits glaciales, sans chauffage, avec des dizaines de personnes partageant un seul seau comme toilette. Des enfants pleurant en silence, trop effrayés pour crier. Et toujours, cette architecture moderne, froide, impersonnelle, qui, au lieu de guérir, semblait observer leur souffrance avec indifférence. Ironie cruelle. Les mêmes murs conçus pour favoriser la respiration des tuberculeux servaient désormais à étouffer l'humanité de milliers d'innocents. Entre septembre 1941 et août 1942, plus de 1500 personnes transiteront par un cours. Très peu en sortiront vivantes. La plupart seront déportés. Beaucoup disparaîtront sans laisser de traces. Et le sanatorium, lui, restera, muet témoin de crimes contre l'humanité. Mais pourquoi ce lieu, aujourd'hui, attire-t-il autant d'explorateurs urbains, de chasseurs de fantômes, de curieux venus du monde entier? Parce que les murs d'un cours ne se contentent pas de raconter l'histoire. Ils la rejouent. Depuis les années 1990, des dizaines de témoins rapportent des phénomènes inexplicables. Des voix murmurant en yiddish dans des salles vides, des portes qui claquent sans vent, des ombres furtives capturées sur des caméras infrarouges. En 2008, une équipe de documentaristes affirma avoir enregistré un chant hébraïque provenant du sous-sol, un espace qui, selon les archives, n'a jamais été utilisé comme synagogue. Plus troublant encore, plusieurs visiteurs ont eu des visions fugaces, des enfants en pyjama, des hôpital, courant dans les couloirs, avant de disparaître derrière un mur effondré. Sont-ce des hallucinations, des projections psychologiques face à un lieu chargé d'émotions, ou quelque chose de plus ancien, plus profond? Peut-être que les âmes de ceux qui ont souffert ici refusent de partir, tant que leur histoire n'aura pas été pleinement entendue. Ce qui rend un cours si unique, c'est cette superposition temporelle. Contrairement à d'autres camps ou hôpitaux abandonnés, ici, le bien et le mal ont coexisté dans la même structure physique. Même les matériaux racontent cette dualité. Le béton blanc, symbole de pureté médicale, est maintenant recouvert de graffitis nazis et de tags modernes. Les rampes d'escalier, polies par les mains tremblantes des malades, portent encore les traces des chaînes utilisées pour entraver les prisonniers. Et dans la cour centrale, autrefois lieu de promenade thérapeutique, on retrouve des fragments de vaisselle marqués d'étoiles de David, mélangés à des flacons de médicaments périmés depuis des décennies. C'est comme si le temps lui-même s'était fracturé ici. Vous pouvez littéralement passer d'une pièce
où l'on priait pour la guérison, à une autre où l'on préparait des listes de déportation. Et c'est cette proximité vertigineuse entre espoir et horreur qui alimente les légendes. Car comment un lieu peut-il incarner à la fois le meilleur et le pire de l'humanité? Peut-être que la réponse ne réside pas dans l'architecture, mais dans nous-mêmes. Les historiens insistent, un cours n'était pas un camp d'extermination. C'était un camp de transit. Mais cette distinction, aussi technique soit-elle, ne change rien à la souffrance vécue. Pour ceux qui y furent enfermés, chaque heure était une agonie. Et pour leurs familles, le silence qui suivit leur arrestation fut souvent pire que la mort elle-même. Il existe, perdu au cœur des forêts du Vexin français, un lieu dont les murs respirent à la fois l'espoir et le désespoir. Un endroit où la lumière du matin, filtrée par d'immenses baies vitrées, caressait autrefois des visages affaiblis par la tuberculose, et où, quelques années plus tard, résonnèrent les cris étouffés de prisonniers traînés dans l'ombre. Bienvenue au sanatorium d'Aincourt, un monument de verre et de béton conçu pour guérir, mais qui devint une tombe vivante. Aujourd'hui, ces couloirs vides murmurent encore. Certains disent qu'ils entendent pleurer les malades d'autrefois. D'autres jurent avoir vu des silhouettes traverser les salles abandonnées à minuit. Mais derrière ces rumeurs hantées se cache une vérité bien plus troublante, celle d'un rêve humaniste broyé par la folie de la guerre. Ce n'est pas seulement un bâtiment en ruine, c'est un miroir brisé de notre histoire. Et ce que vous allez découvrir ici pourrait changer à jamais la façon dont vous voyez les lieux oubliés. Restez jusque à la fin, parce que ce que est passé entre ces murs dépasse, elle, l'imagination, et peut-être même la mort elle-même. Au début du XXe siècle, la tuberculose n'était pas simplement une maladie, c'était une sentence. Elle tuait plus de gens que toutes les guerres combinées. Dans les villes surpeuplées, l'air était saturé de microbes et les hôpitaux débordaient. Face à cette catastrophe sanitaire, une nouvelle idée émergea. Guérir non pas avec des médicaments, qui n'existaient presque pas, mais avec, architecture. Le soleil, l'air pur, le calme. Voilà les vrais remèdes. C'est ainsi que naquit le mouvement des sanatoriums modernistes. Et en France, l'un des plus ambitieux fut celui d'Aincourt. Inauguré en 1934, il fut conçu par les architectes les plus visionnaires de l'époque, inspiré par Le Corbusier et le Bauhaus. Des lignes épurées, des terrasses infinies, des chambres orientées plein sud. Chaque détail avait été pensé pour maximiser la lumière naturelle et la ventilation. Les patients y arrivaient souvent à bout de force, portés par l'espoir fou de revoir leurs enfants grandir. Ici, on ne les traitait pas comme des condamnés, mais comme des êtres humains dignes de soins, de respect, de beauté. Le sanatorium d'Aincourt n'était pas un hôpital. C'était une utopie en béton armé. Aujourd'hui, grâce à des associations comme Mémoire vive et Sauvegarde du patrimoine d'Aincourt, des efforts sont faits pour préserver ce site, non pas comme attraction macabre, mais comme lieu de mémoire. Des plaques commémoratives ont été installées. Des noms ont été retrouvés dans des archives poussiéreuses. Des cérémonies silencieuses sont organisées chaque année, mais le bâtiment continue de se dégrader. La nature reprend ses droits. Les toits s'effondrent. Les pluies acides rongent les inscriptions. Et avec elles, risquent de disparaître les dernières preuves tangibles de ce qui s'est passé ici. C'est pourquoi votre attention compte. Parce que tant que quelqu'un raconte cette histoire, les victimes ne seront pas vraiment mortes. Et maintenant, posez-vous cette question.
Si vous visitiez un cours cette nuit, entendriez-vous les murmures? Sentiriez-vous cette présence glaciale dans votre dos? Verriez-vous, l'espace d'un instant, le reflet d'un visage dans une fenêtre brisée? Beaucoup pensent que les lieux chargés d'émotions extrêmes deviennent des aimants pour l'énergie résiduelle, que les cris, les prières, les derniers souffles laissent une empreinte invisible mais réelle. Un cours en serait l'exemple parfait. Ce N n'est pas un lieu hanté au sens traditionnel, par des esprits vengeurs ou des fantômes en drap blanc. Non, c'est hanté par la mémoire collective, par le poids du non-dit, par les questions sans réponse. Qui étaient ces gens? Qu'ont-ils ressenti dans leurs derniers moments? Et surtout, pourquoi avons-nous laissé cela arriver? Pourtant, au milieu de cette tragédie, il y a aussi des lueurs, des actes de résistance petits mais courageux, des infirmières qui, même sous l'occupation, cachaient des médicaments pour les prisonniers, des gardiens français qui fermaient les yeux quand un enfant s'échappait, des lettres clandestines jetées par les fenêtres, espérant atteindre un passant compatissant. L'une d'elles, retrouvée en 1997 coincée sous une latte de plancher, disait simplement « Si quelqu'un lit ceci, dites à ma fille Sarah que je l'aimais. Je ne l'ai pas abandonnée. » Ces fragments d'humanité, minuscules mais indestructibles, rappellent que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière peut persister. Et c'est peut-être cela, plus que tout, que les murmures d'un cours tentent de nous transmettre. Ne pas oublier, ne pas banaliser, ne pas laisser l'indifférence gagner. Alors pourquoi ce lieu fascine-t-il autant aujourd'hui? Parce qu'il est un miroir. Il nous renvoie nos propres contradictions, notre capacité à créer des espaces de soins et à les transformer en machines de destruction, notre désir de progresser et notre facilité à retomber dans la barbarie. Un cours n'est pas juste un bâtiment abandonné. C'est une mise en garde, une question posée en silence à chaque génération. Et vous, de quel côté seriez-vous? Celui de ceux qui construisent des sanatoriums ou celui de ceux qui en font des prisons? Cette ambiguïté morale, cette tension éthique, c'est ce qui rend l'expérience d'un cours si puissante et si nécessaire. Nous avons besoin de ces lieux, pas pour les visiter comme des parcs d'attractions du malheur, mais pour nous souvenir que l'histoire ne se répète pas par hasard. Elle se répète quand nous cessons de l'écouter. Et maintenant, imaginez ceci. Demain, le dernier mur d'un cours s'effondre. Les ronces engloutissent les dernières traces. Les noms sont oubliés. Les murmures s'éteignent. Ce sera la victoire finale de l'oubli. Mais tant que vous regardez cette vidéo, tant que vous partagez cette histoire, tant que vous vous demandez qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas, alors un cours vit encore. Pas comme un fantôme, mais comme un appel à la vigilance, à la compassion, à la mémoire. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le sanatorium d'un cours a inspiré des œuvres littéraires, des pièces de théâtre, même une symphonie composée par un petit-fils de survivant. Chaque création est une tentative de donner un sens à l'insensé, de transformer la douleur en beauté, de faire en sorte que les victimes ne soient pas réduites à des chiffres dans un registre nazi. Elles avaient des noms, des rêves, des odeurs préférées, des chansons qu'elles fredonnaient sous la douche. Et c'est en racontant ces détails, même imaginaires, que nous les ramenons à la vie. C'est cela, la véritable résistance. Refuser de laisser le silence triompher. Pourtant, malgré tous les efforts, un cours reste méconnu du grand public.
Contrairement à Drancy ou à Auschwitz, il n'y a pas de musée, pas de guide permanent, pas de flux constant de visiteurs. Il est là, oublié, rongé par le lierre, tandis que les voitures filent à quelques kilomètres, indifférentes. Et c'est justement cette invisibilité qui le rend si fragile et si précieux. Parce que c'est dans les lieux oubliés que l'histoire devient la plus vulnérable. Sans témoin, sans voix, elle s'efface. Et avec elle, les leçons qu'elle porte. C'est pourquoi ce que vous faites maintenant, en regardant, en écoutant, en ressentant, est un acte politique, un acte de mémoire. Vous devenez l'espace de ces minutes, un gardien de ce lieu, un passeur de récits. Et peut-être que, grâce à vous, un jour, un enfant lira le nom d'un prisonnier d'un cours dans un livre d'histoire et pleurera. Pas de tristesse, mais de reconnaissance, parce qu'on n'a pas oublié.